Bonjour à tous. Guten Mittag, guten Nachmittag, good afternoon, dzień dobry, dobry den et bonjour. Merci à tous de nous rejoindre. Vous nous trouvez à l'école militaire, à l'Institut des hautes études de défense nationale. HEDN organise avec la Fondation Robert Schuman, en collaboration avec Eurodéfense France. Ce colloque porte sur la boussole stratégique dont l'actualité, je crois, n'est pas à souligner. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent, de près ou de loin. Nous savons que plusieurs d'entre vous se sont branchés d'assez loin et on remercie tout le monde. Quelques remarques. Donc, ce colloque va durer 2 heures en ligne. Vous pouvez le suivre en français ou en anglais. Nous avons la chance d'avoir l'interprétation simultanée et il faut que vous regardiez en bas de votre écran puisqu'il y a une fonction linguistique. Donc, c'est votre choix. Nous allons aussi avoir une petite séance de questions-réponses qui va durer à peu près une demi-heure. Et donc, si certains d'entre vous qui nous suivent, je ne pense pas tellement aux participants qui seront sollicités, veulent d'ores et déjà donc nous poser l'une ou l'autre question, qu'ils n'hésitent pas. N'hésite pas. Nous allons commencer tout de suite par le mot de bienvenue qui sera fait par Monsieur Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, et qui donnera la parole au général de corps d'armée Benoît Durieux. Merci. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier le général Durieux de son accueil. Le général de corps d'armée Durieux dirige l'IHEDN, il est aussi le directeur de l'enseignement militaire et c'est une personnalité tout à fait éminente qui nous reçoit aujourd'hui à l'école militaire car nous aurions dû être à Bruxelles où nous souhaitons aller et où nous retournerons. Je voudrais remercier infiniment le ministère de la Défense et la Direction générale des relations internationales et stratégiques, Eurodéfense, et tous ceux qui participent, Madame le sénateur, chers amis, participent à cette réflexion que nous voulions évidemment faire en présence des uns des autres et que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui. Elle intervient à un moment très important et je voudrais dire combien nous sommes fiers d'être avec l'IHEDN au service de nos auditeurs pour essayer de mieux comprendre les grands enjeux autour de cet exercice de la boussole stratégique qui est, pour une fois, une bonne nouvelle venue des institutions européennes. Et je crois, sans déflorer le débat, qu'on pourra dire dans quelques mois que l'Union européenne a une stratégie, même si certains espéraient qu'elle soit encore plus en général. Une fois de nous accueillir ainsi, pardon d'avoir dû transformer la présence des uns et des autres en visioconférence, une de plus, mais acceptons l'augure que dès le printemps, nous pourrons continuer à nous rencontrer, ce qui nous permettra d'être encore plus productifs, constructifs et actifs. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, chers amis, vous tous qui nous écoutez, chers amis de la Fondation Robert Schuman, c'est un grand honneur pour moi et un privilège que d'ouvrir cet événement que, en effet, nous avions prévu de longue date à Bruxelles et que nous avons transformé de cette façon, mais je crois que nous allons, je suis certain que nous allons pouvoir en préserver toute la substantifique moelle. Merci à Jean-Dominique Giuliani de son mot de bienvenue. Et à vous tous qui nous suivez, parfois de loin, pour cette réflexion de cet après-midi sur la boussole stratégique. J'associe également à ces remerciements, au-delà de la Fondation Robert Schuman, Eurodéfense France, qui a apporté son réseau et qui a épaulé les organisateurs.
Alors, en effet, ce colloque s'inscrit dans le cadre de la Fabrique Défense, qui est une des manifestations qui a été retenue par la présidence française de l'Union européenne. Et il a lieu à un moment clé, 2 mois environ avant l'adoption par le Conseil de ce document de boussole stratégique dont vous savez qu'il a vocation à orienter la défense européenne. D'ailleurs, la prochaine version, la REV 2, je crois, pour utiliser le jargon des diplomates, est attendue à la mi-février. C'est dire à quel point ce colloque s'inscrit au moment où le débat est le plus vif, et se concentre sur les points les plus importants. Il bénéficie actuellement des discussions qui sont nourries avec le service européen d'action extérieure et puis, naturellement, les délégations des 27 États membres. Je n'ai pas besoin non plus de dire à quel point ce colloque s'inscrit prend place à un moment où l'actualité internationale souligne en effet, comme l'a dit l'ambassadeur Vazak, l'intérêt de ce type de réflexion. Lancé il y a près de 2 ans sous la présidence allemande, poursuivi sous les présidences portugaises et slovènes, l'objectif de cet exercice ambitieux est de fixer jusqu'à 2030 le cap de la défense et de la sécurité européenne. Et je crois qu'il faut qu'on se pose, en effet, cet après-midi, et au-delà de cet après-midi, dans les jours qui viennent, qu'on continue à se poser un certain nombre de questions absolument fondamentales. D'abord, pourquoi cet exercice est-il aussi important? D'abord parce que l'actualité en Europe orientale, l'actualité en Afrique, dans le Golfe, en Indo-Pacifique, dans le Levant, montre une instabilité qui d'ailleurs ne laisse pas d'inquiéter, à un niveau de risque et de menace croissant dont les Européens doivent prendre en compte, et je crois que nous sommes tous concernés. L'Europe doit envisager non seulement des menaces plus aiguës, malheureusement très bien dispersées sur la planète, mais notamment aux marches du continent, mais aussi un déploiement des États qui utilisent des outils bien au-delà du seul instrument militaire, dans tous les champs de l'activité humaine, de l'espace à la mer, en passant par l'air, l'économie, le numérique, le cyber, ce qui donne d'ailleurs au concept de défense nationale, tel que nous essayons de le valoriser, de l'étudier à l'IHEDN, une très grande pertinence. Et je crois que nous sommes amenés à redécouvrir ce concept qui va bien au-delà de la défense militaire. Alors, ce document est également important parce que l'Europe agit dans un cadre international qui est profondément modifié. D'abord parce qu'il faut bien l'admettre, le poids de l'Europe dans l'économie et la démographie de la planète recule. Il n'est plus aussi dominant qu'il a pu être. L'influence européenne est contestée par un nombre croissant de puissances et ça se manifeste en particulier dans le voisinage immédiat de l'Union européenne, avec un certain nombre de puissances régionales ou globales que chacun pourrait citer. De la même façon, l'Europe et les pays européens font pour l'essentiel partie d'alliances, notamment de l'OTAN, et entretiennent des relations de confiance avec un très grand nombre de pays qui ne font pas partie de l'Union européenne. Mais il est certain que les relations que nous entretenons avec nos amis britanniques ou avec les Américains ont connu dans les années les plus récentes et dans les mois les plus récents des évolutions. Et puis, je crois que l'Europe doit aussi se poser la question de sa place et du rôle qu'elle entend jouer à l'Organisation des Nations Unies, une organisation auquel nous nous sommes progressivement habitués, mais dont nous ne mesurons peut-être plus suffisamment à quel point elle est utile et elle a un rôle à jouer pour promouvoir la paix. Or, et vous le savez, le rôle principal en la matière incombe au Conseil de sécurité des Nations Unies, où ne siège plus désormais qu'un seul pays membre de l'Union européenne, en l'occurrence la France. Alors, comment
comment peut-on envisager ce rôle de la boussole stratégique et la formalisation de ce document qui est déjà bien avancé? D'abord, au regard de tout ce que je viens de dire, je voudrais dire que peut-être que aussi nous sommes nous-mêmes trop habitués à ce que l'Union européenne fasse partie du paysage. Je pense que nous ne mesurons pas suffisamment à quel point cette idée a pu être révolutionnaire et à quel point le niveau d'intégration et de coopération auquel nous sommes parvenus, en dépit des difficultés, éblouirait probablement nos devanciers des années 50 et des années 60, au tout début de l'Europe, à quel point nous pourrons nous féliciter que les États membres sont restés unis et à quel point c'est important. Je crois que de ce point de vue-là, la boussole stratégique joue un rôle un peu d'agrégation, va jouer un rôle important. D'ailleurs, et d'autant plus important, et d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait un hasard si on s'oriente vers une actualisation plus régulière. Je crois qu'une fréquence triennale a été envisagée pour tenir compte de l'évolution de l'état des relations internationales. Vous savez que les discussions en cours s'articulent au cours de 4 thèmes structurants: sécuriser, agir, investir et entretenir des partenariats. Et si j'osais, je pourrais esquisser un parallèle avec les anciennes corbeilles de l'OSCE sur tous ces thèmes. Le travail, vous le savez, se construit par des rendez-vous réguliers à tous les niveaux, et nos parlementaires invités pourront peut-être nous dire, avec leur regard critique, ce qu'il en est au sein des différentes enceintes. Mais véritablement, ce texte représente une opportunité historique et il faut évidemment, à l'évidence, pour qu'il soit utile, qu'il soit l'occasion de se poser des questions, et parmi ces questions, peut-être des questions parmi les plus difficiles. La première, qui peut tomber sous le sens, mais qui n'est pas si aisée, elle est assez simple. Quelle est, nous, Européens, et en tant qu'Européens, notre vision du monde aujourd'hui? Vouloir renforcer l'autonomie stratégique européenne, parler de souveraineté, savoir à qui on a affaire et dans quel cadre, à quel titre intervenir. Aujourd'hui, je crois qu'il est plus possible de faire l'économie d'une définition assez claire, d'une description la plus claire possible des menaces qui pèsent sur notre sécurité et des moyens pour les prévenir et les combattre. Et ça ne veut pas dire qu'on mettra l'OTAN de côté. D'ailleurs, je crois qu'il est prévu, sans doute l'année prochaine, une déclaration assez nouvelle sur le sujet entre l'Union européenne et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Deuxième grande question, quelle vision avons-nous, Européens? Quelle vision avons-nous de notre propre rôle? Dans quel domaine et avec quels moyens? Certes, la politique de sécurité et de défense commune a progressé et devient une référence. Pourtant, je crois que le rôle des Européens ne coule pas de source. Et je dirais volontiers que nous, Européens, ne devons pas craindre, ce qui semble parfois pouvoir être le cas, nous ne devons pas craindre de gêner et d'imposer notre voix dans des domaines où nous avons de très nombreux atouts. Je voudrais prendre qu'un seul exemple, qui est celui de l'espace, par exemple. Je crois qu'il est important, par exemple, que l'Europe s'affirme et pose les bases d'une stratégie spatiale, ce que préconisait, je crois, au demeurant, la France et 12 autres États membres. Nous ne devons pas craindre non plus de remettre sur l'ouvrage des chantiers déjà anciens en matière de gestion de crise. Quelle capacité pour agir sur les théâtres extérieurs et surtout pour quoi faire? Qui doit fournir ces capacités? Qui paye quoi? Je crois qu'il faut que désormais nous ne pouvons plus nous satisfaire de grands objectifs principiels, mais plutôt que nous allons un petit peu dans le détail. Dans le domaine des capacités militaires, il y a eu quand même des avancées assez marquantes dans les dernières années, dans les derniers mois. Je pense notamment au Fonds européen de défense en matière d'investissement. Je crois qu'il faut prolonger cet essai, il faut le transformer pour pouvoir agir dans tous les champs, terre, air, cyber,
et espace. Et puis, une dernière question qui mérite, je crois, d'être posée, puisque l'objectif de cet après-midi, c'est aussi de se poser des questions parmi les plus difficiles. Est-ce que nous ne pourrions pas développer finalement une confiance plus grande entre les États membres si nous évoquions la possibilité de remettre en cause, dans certaines circonstances, la règle de l'unanimité pour les questions des prises de position en matière de politique étrangère? Je crois que c'est une question qui a été posée dans le débat et qui mérite d'être examinée. Ce ne sont que quelques-unes des questions que nous pouvons nous poser. C'est certainement très loin de donner ce qui sera, j'espère, toute la portée, l'envergure de ce document. Mais je pense aussi que nos débats de cet après-midi doivent pouvoir peut-être apporter une petite contribution à cet édifice, puisque aujourd'hui, rien n'est encore figé. Et donc, c'est dans ces moments-là qu'il faut savoir apporter une contribution au débat. Je voudrais passer la parole désormais maintenant à Monsieur Daniel Fiot de l'European Union Institute for Security Studies, EUISS, qui nous donnera certainement son point de vue utile de chercheur et d'expert sur ces questions de défense et de sécurité européenne. Je vous remercie à nouveau à tous d'être là avec nous cet après-midi. Je crois que nous allons avoir un débat extrêmement intéressant. Puis merci à tous ceux qui ont accepté d'y participer. Merci à tous nos panélistes. Et puis merci encore à la Fondation Robert Schuman pour ce moment qui s'annonce de très grande qualité. Merci, Général, and let me take this opportunity to thank all of the organizers. Merci, Général. J'aimerais remercier tous les organisateurs, la Fondation Robert Schuman, l'IHEDN, la Fabrique Défense, bien sûr. Et il est très opportun d'avoir cette discussion sur la boussole stratégique car elle doit être adoptée sous peu et en plus sous présidence française de l'Union européenne. Donc le moment est bienvenu en effet. J'ai reçu des instructions très claires. Je crois d'ailleurs que les organisateurs ont pu fédérer un panel vraiment très intéressant de personnes qui s'exprimeront après moi. Donc, permettez-moi de peut-être fixer le cadre de cette boussole stratégique, expliquer quelles sont les orientations et expliquer également les phases, les grands jalons qui nous attendent d'ici à mars. Et avec Jean-Pierre Van Obel parmi les intervenants, eh bien, je suis sûre que ce dernier apportera les détails que j'aurais omis. Alors, d'abord, pensons un petit peu à la finalité de cette boussole stratégie. Je pense que le général Durieux a bien souligné ce que doit être notre objectif principal. Les risques en termes de sécurité pour l'Europe s'aggravent, ils se multiplient et, comme l'a dit le général Durieux, il faut absolument se rappeler que un des grands risques, c'est de l'Europe dans ces domaines. Donc voilà un petit peu les constats difficiles ou les objectifs généraux, mais il y a des objectifs un petit peu plus précis à cette boussole stratégique. D'abord, la boussole s'inscrit dans un processus beaucoup plus large. D'abord, la stratégie globale de l'Union européenne. Et vous savez également que l'Europe s'est fixé un nouveau niveau d'ambition en termes de sécurité et de défense. Vous connaissez très certainement les trois piliers. D'abord, mieux gérer les crises, s'en donner les moyens, se donner les moyens de mieux gérer ses capacités. Et c'était peut-être un peu révolutionnaire à l'époque, mais en tout cas, mieux protéger l'Europe également. Donc voilà les trois piliers. La vraie question qui se pose pour les planificateurs de la défense dans l'Union et dans toute l'Europe, c'est précisément de voir comment mettre tout cela en pratique, mettre ces piliers en pratique. Deuxième grand objectif, s'assurer
que tous les États membres et toutes les institutions comprennent et aient une compréhension partagée des menaces qui pèsent sur l'Union européenne. Alors, on peut peut-être parler des prémices d'une culture stratégique. On n'y est pas encore, mais on a lancé le processus. Et cela découle de cette première analyse des menaces mis à la disposition des États membres, des services de renseignement et des institutions européennes pour avoir une meilleure compréhension situationnelle des risques qui pèsent sur l'Union. Et puis, je crois qu'il y a également deux autres facteurs à prendre en compte. Je suis tout d'abord parfaitement d'accord avec ce que le général vient de dire. Notre environnement géopolitique change extrêmement rapidement et de ce fait, la PESD, notre politique commune, soit à la hauteur du défi. Donc, d'une certaine façon, la boussole doit être là pour nous aider à améliorer encore ce que l'Union fait en termes opérationnels pour des missions civiles, entre autres, et militaires, évidemment. Évidemment, nous ne pouvons pas, dans le contexte actuel, poursuivre dans la voie tracée par les principes adoptés depuis 20 ans. Je dirais également que le vice-président représentant pour au représentant pour la politique étrangère ne peut pas, l'a redit hier, on ne peut pas que mettre l'accent sur les documents et des annonces. Il faut des produits réels, réalisables, et un calendrier de mise en œuvre. Je crois qu'on a déjà parlé du Fonds européen de défense, des coopérations structurées permanentes, et maintenant ce qu'il nous faut faire, c'est mettre en œuvre ce plan d'action stratégique reposant sur la boussole stratégique. Alors, rapidement, quelques éléments sur les propositions. Évidemment, c'est un document qui n'est pas encore public, donc je m'engage peut-être et peut-être également le fais-je pour vous donner une idée de ce qu'il y a. Je dirais tout d'abord qu'en ce qui concerne le texte de la boussole, on a effectivement une analyse à 360 degrés sur les menaces et les crises qui pèsent sur l'Europe. Comme le général l'a dit, il y a 4 domaines: agir, sécuriser, investir et établir des partenariats. C'est donc une première pour l'Union européenne. Alors, premier sujet, donc, les actions. Et je vois que sur ce sujet, même dans la presse, on met beaucoup l'accent sur une force de réaction rapide. Nous, on appelle ça une capacité de réponse rapide ou de réaction rapide, tout simplement parce qu'il ne s'agit pas simplement de savoir combien de soldats on veut envoyer sur le terrain, mais également de pouvoir montrer ce que l'Union fait pour surmonter les obstacles lorsqu'elle fait le choix de déployer des hommes. Je crois que ce que l'on trouve dans le chapitre est effectivement très utile à ce sujet, notamment en s'appuyant sur le processus décisionnel, savoir comment utiliser le traité au mieux pour permettre aux États membres d'agir. Il y a également une priorité sur la solidarité, dont on sait que la question de savoir qui paye a parfois été un problème. Et puis, un autre sujet qu'on n'a pas vraiment évoqué jusqu'à ce jour dans l'Union européenne, les exercices sur le terrain qui participent de la préparation, n'est-ce pas? Et puis, évidemment, la question des structures de commandement et de contrôle, des structures qui existent déjà, mais sur lesquelles il faut travailler plus avant. Deuxième chapitre, sans doute le plus intéressant, en tout cas de mon point de vue, et j'y reviendrai sans doute tout à l'heure. Le deuxième chapitre est intitulé « Sécuriser ». Et là, je crois qu'il est très intéressant parce que, comme le général l'a dit, il met l'accent sur les domaines stratégiques et les risques stratégiques que l'Union doit relever dans le cyberespace, dans l'espace et sur les mers. Et donc, là, on met l'accent sur les capacités en termes de renseignement, les capacités cyber, la défense cyber et l'accent sur l'espace et la présence maritime. Et avoir tout cela ensemble, je crois que c'est effectivement quelque chose de révolutionnaire qui doit s'inscrire dans la boussole. On ne peut évidemment, c'est le point suivant, avoir de stratégie si on n'a pas
de débat sur les investissements, sur les catalyseurs d'action. On a vu au Sahel ou peut-être même en Afghanistan que les Européens n'ont visiblement pas ces éléments qui catalysent et leur permettent d'agir. Et dans le même temps, je dirais que l'Union européenne doit vraiment investir dans des capacités de pointe, dans l'innovation en matière de défense et c'est tout aussi critique, réduire la dépendance envers autrui sur les éléments stratégiques en termes de matériel. Et alors, voilà, en gros, les trois premiers sujets. Je ne vais pas m'étendre sur la question des partenariats, mais je dirais simplement qu'on parle beaucoup du fait qu'on ne peut pas continuer de faire ce que l'Union a fait peut-être trop souvent, c'est-à-dire parler de ces dialogues avec tout le monde comme étant des dialogues avec des partenaires. Tout le monde n'est peut-être pas partenaire et il faut peut-être faire des choix un peu plus fins, y compris dans le Pacifique, qui, comme chacun sait, est vraiment une zone géographique extrêmement étendue. Alors, point suivant, le processus qui est sans doute important et qu'il faut comprendre pour voir comment nous en arriverons jusqu'au mois de mars et pour savoir comment nous pourrons agir et mettre en œuvre la boussole. Comme on l'a dit, tout a été lancé au printemps 2020, en juin, avec le mandat accordé par le Conseil de l'Union européenne. Et la première mission était précisément de mener à bien une analyse des risques, ce qui a été fait par les services de renseignement de l'Union et l'état-major européen. Tout cela a été évidemment classé et lorsque les États membres ont pu y avoir accès, nous nous sommes engagés dans ce que j'ai appelé la phase de dialogue stratégique qui a couru de février à octobre de l'an passé et qui s'articule avec ces quatre paniers, ces quatre corbeilles dont nous avons parlé tout à l'heure. Et tout cela a été diffusé, Jean-Pierre y reviendra peut-être tout à l'heure, et a donné lieu à des réflexions nombreuses. Et je crois que c'était très intéressant de constater que les États membres qui voulaient vraiment s'approprier le document, voulaient contribuer effectivement de façon très pratique et concrète aux travaux. Comme cela a déjà été dit, à la mi-novembre, le premier projet, enfin l'avant-projet de boussole stratégique a été présenté au ministre par le haut représentant. Dans l'ensemble, les réactions étaient assez bonnes. Évidemment, bon, il est arrivé un peu avant la crise actuelle entre l'Ukraine et la Russie, mais quand même, je crois qu'on peut voir combien il était intéressant de constater que tous les États membres ont reconnu l'importance de ce document. Voilà, j'en ai sans doute déjà trop dit, mais je dirais simplement, pour ne pas prendre trop de votre temps, plus exactement, je voulais vous partager quelques réflexions sur l'importance de la boussole, des réflexions personnelles. Je dirais tout d'abord que la boussole offre à l'Union européenne la possibilité de la défense et la sécurité européenne, peut-être même de les redéfinir sans nécessairement avoir à réécrire les traités. Nous savons parfaitement combien ce n'est sans doute impossible. Donc, la boussole envisage la PESD et malheureusement, nous avons des interférences. On dirait qu'il y a des micros d'ouverts. Il y a des prises de parole, donc je viens de lui demander s'il ne faut pas que tu t'inscrives. Des micros qui sont ouverts. Madame le sénateur, on dirait que votre micro est ouvert. Message de l'interprète. Elle dit non, sauf si elle veut la prendre. Madame le sénateur, je crois que votre micro est ouvert. Pardon. Merci. Merci, Monsieur Fiot, je vous en prie. Sorry, back to... It allows us to broaden, Donc, je le disais, cela nous permet d'élargir la sécurité et la défense sans avoir à amender les traités. C'est important. Deuxièmement,
Cela nous permet de repenser la PESD. Et là, très clairement, il nous faut une politique renforcée, plus crédible, plus robuste. Et puis, il faut peut-être également renforcer la flexibilité de cette politique, d'autant que il y a des opérateurs qui n'agissent pas dans le cadre de l'Union européenne, par exemple dans le détroit d'Ormuz ou dans le Sahel. Et dans ce cadre-là, on peut sans doute envisager de renforcer des partenariats. Ensuite, et je l'ai déjà dit, mais je crois qu'il faut le redire, il y a l'importance des domaines stratégiques, et notamment l'espace, le cyber et le naval. Nous savons qu'effectivement, l'Union souffre de vulnérabilités critiques dans ces différents domaines. De par le passé, on a sans doute trop considéré que ces domaines étaient des secteurs économiques, mais il nous faut nous assurer que ces investissements, nos investissements, permettront à l'Union européenne d'être à la fois ouverte et en toute sécurité. Et puis, je dirais que ça n'a peut-être pas été fait de par le passé quand on a travaillé sur la défense et la sécurité en Europe. Donc, c'est une petite révolution peut-être. Et puis, je dirais également que du point de vue des États membres, travailler sur ces sujets incite les États membres précisément à investir plus lourdement dans ces secteurs de la défense et de la sécurité, au-delà même des missions civiles ou militaires. Donc, dans les capitales, quand on réfléchit à la sécurité et à la défense européenne, c'est sans doute dans ces termes-là qu'il faudra, des termes un peu plus ambitieux, qu'il faudra y réfléchir. Et puis enfin, évidemment, le document n'aura aucune portée, ne pourra annoncer de réussite si les États membres ne se l'approprient pas. En conclusion, je dirais qu'effectivement, les États membres doivent être prêts à mettre en œuvre les conclusions de la boussole, mais je crois surtout peut-être que le Conseil européen qui aura adopté ce document devra mener et être à la pointe des travaux pour avoir une approche peut-être un peu plus prescriptive et puis associée aux modifications et au changement du panorama des menaces, nous pourrions réussir. Donc, il y a encore beaucoup à faire, mais tout commence au mois de mars. Merci beaucoup. J'aurai plaisir à écouter ce que les uns et les autres auront à dire. Grand merci, Monsieur Fiot. Thank you very much. Much appreciated. Nous allons pouvoir lancer maintenant notre table ronde qui réunira donc 3 intervenants. Et la succession est naturellement faite avec l'introduction que vous venez de faire, Monsieur Fiot. D'abord, Monsieur Jean-Pierre Van Obel, que je remercie encore en notre nom à tous d'être avec nous. Vous allez nous dire en quoi consiste votre travail au SEAE sur la boussole stratégique et comment vous voyez les choses. Nous aurons ensuite Madame la sénatrice Hélène Conway-Mouret, qui vient de se brancher et qui sera avec nous vers 4h15 et qui nous rejoindra à ce moment-là et Arnaud Danjean est donc membre du Parlement européen. Et après cette table ronde, nous aurons à peu près une demi-heure de questions-réponses pour vous tous intervenants. Donc, si certains qui nous suivent ont déjà l'une ou l'autre question, je vous en prie, n'hésitez pas à nous envoyer des messages très brefs. Nous ne pourrons pas évidemment retenir toutes les questions, mais en tout cas, la table ronde est lancée. Monsieur Van Obel, vous avez la parole. Je vous remercie. Merci beaucoup et bonjour à tous et à toutes. Je voudrais commencer d'abord à remercier le IHEDN et la Fondation Robert Schuman, ainsi que l'École militaire de m'avoir invité aujourd'hui. C'est un grand plaisir d'être avec vous ici. Ça me permet aussi de faire un petit pause de temps en temps et de ne pas me concentrer tout le temps sur la fameuse rêve 2. Puisque Daniel a déjà fait une
présentation en grande ligne de la boussole stratégique. Il sera peut-être plus intéressant si dans mon intervention, je me concentre sur qu'est-ce qui fait la différence. Parce que c'est ça une question très actuelle ces jours-ci. On est en train de préparer avec les États membres une nouvelle stratégie, mais j'ai vu que dans le... je vois qu'on ne m'entend pas. Si, Si? D'accord. on vous entend. Ok, très bien. Non, je vois que dans le public ici aujourd'hui présent, qu'il y a déjà pas mal de gens que je connais depuis assez longtemps qui sont dans le domaine européen de la défense pendant un bout de temps et qui vont certainement se poser la question que dans l'atmosphère de l'Union européenne, nous avons lancé plusieurs initiatives, pas toujours avec un grand succès. Pourquoi ça marchera maintenant avec la boussole stratégique? Et ça, c'est une question que aussi les médias et le public très justement nous posent. Et je vais essayer d'expliquer ça. Premièrement, je pense que ça commence avec le processus que Daniel aussi venait de nous décrire. Et ce qui était vraiment différent par rapport... Excusez-moi, Monsieur Van Nobel, on a effectivement un souci. Il semble, est-ce que vous pourriez peut-être parler un petit peu plus près de votre micro, dans la mesure du possible, parce que tout le monde n'entend pas. Je vais essayer aussi... Ça, c'est les joies de la visioconférence. Oui, tout à fait. Nous, on vous entend complètement. Oui, nous, on vous entend ici, mais manifestement, ce n'est pas le cas de tous. J'essaie juste de... Voilà. Voilà. Et peut-être si vous aviez, nous disent les collègues, vous savez, les écouteurs. Non, je n'ai pas d'écouteurs. Est-ce que ça ira mieux si je parle comme ça? Sinon, je parlerai aussi un petit peu plus fort. Alors, nous, on vous entend ici, mais c'est aux autres qui... Est-ce que ça va mieux maintenant? Ah, je crois que ça va mieux, il me semble. Je pense que j'ai... Ah, là, c'est bien. OK. Voilà. Très bien. Merci, c'est la rêve 2, c'est normal. Merci, monsieur. C'est ça. Même après 2 ans, nous avons toujours des problèmes avec des visios. Je suis désolé. Vous voyez que l'équipement européen n'est pas toujours fait aux normes. Donc, le processus, en fait, qui est différent par rapport à ce qu'on a fait avant. Et c'est-à-dire, cette fois-ci, on a commencé bien en avance, 2 ans, comme disait Daniel, avec une première étape, analyse de menaces. J'entends vous dire qu'au niveau national, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et je confirme, ce n'était pas tout à fait commun au niveau européen. Là où l'OTAN a une culture de produire des analyses de menaces assez régulièrement, pour nous, dans le sein de l'Union européenne, c'était la première fois que nous avons fait une analyse de menaces. Et j'ose dire que c'était un grand succès parce qu'on a eu une participation de 42 services de renseignement, civils et militaires, même d'un pays qui était en train de nous quitter, j'ose dire ici. Et je pense que la qualité de ces informations, de ces renseignements était très, très utile, très honnête aussi, et même assez convergent. Et ça peut étonner ces jours-ci, mais c'était la réalité. Ça nous a permis, notre service de renseignement, le IO-INSEN, de produire cette première analyse de menaces qui était présentée au ministre de la Défense et des Affaires étrangères en novembre 2020. Je ne peux malheureusement pas rentrer trop dans les détails ici, mais je pense que vous connaissez tous le contenu de cette analyse de menaces parce qu'elle n'est pas si nouvelle, elle n'est pas si choquante. Ce sont les menaces qu'on connaît tous. Ce sont des menaces au niveau mondial avec des acteurs, des grands pouvoirs mondiaux qui sont en train de se développer aussi dans le domaine de défense. Ce sont les conflits régionaux qu'on connaît tous autour de l'Europe, si c'est à l'Est, l'Ouest ou même dans le Sud-Est. Et bien au-delà de ça, Daniel mentionnait déjà l'Indo-Pacifique, mais n'oublions pas aussi des régions plus loin en Afrique.
Troisièmement, on envisage des nouvelles menaces, si on peut encore parler de nouvelles menaces, parce que je pense que ces menaces sont déjà bien connues, comme des menaces hybrides, cyber, et même la manipulation d'informations qui est devenue de plus en plus actuelle. Moi, ce qui m'a frappé le plus de cette analyse de menaces, ce n'est pas toutes ces menaces, et je pense que vous serez d'accord avec moi si vous lisez le document, mais c'est le lien fort entre tous ces niveaux de menaces. Et je pense que c'est ça ce qu'on voit actuellement aussi en Ukraine. Ce n'est pas simplement un conflit régional, ce n'est pas simplement la Russie qui fait une action conventionnelle, mais tout ça est très fortement lié. Et tout ça avec but de menacer notre sécurité européenne. Et je pense que ça, c'est une leçon très, très importante de cette analyse de menace. Plus loin dans le processus, nous avons eu cette dialogue stratégique avec États membres, avec scientifiques. Ça a été très long, ça a permis de discuter sur plein de sujets. Et pour donner la réponse à Daniel, je crois que le nombre final était 52 séminaires et colloques et plus de 25 non-papiers des États membres. Donc ça aussi, en bon français, c'est du jamais vu. Je ne me rappelle pas que dans les dernières 20 ans, nous avons fait un processus pareil. Et effectivement, ça, pour moi, c'est le début d'une culture stratégique. Et c'est ça qui est très important. Et ça, c'est aussi, pour moi, l'objectif le plus important de cette boussole stratégique. Ce n'est pas simplement de reproduire un nouveau document ou de dire ce qu'on va faire dans les 5 à 10 ans à venir. Non, c'est pour répondre à la première question du général Derieux, c'est de développer une vision commune. C'est ça ce qui est très important. Et ça, c'est aussi la première partie de la boussole stratégique, une vision commune, comment les Européens voient le monde. Ce n'est pas facile, évidemment, ce n'est pas facile. Et nous avons encore un petit peu de travail à faire jusqu'à mars. Mais je pense que ce qui était présenté par le haut représentant en novembre, la première version de la boussole stratégique, était déjà bien reçu par les 27. Et ça ne demande pas des grands changements dans les lignes qu'on a décrites dans la boussole stratégique. Mais évidemment, et ça se comprend aussi, il y a des États membres qui sont plus intéressés dans l'Est, il y a des États membres qui sont plus intéressés dans le Sud, et il y a aussi des États membres qui comptent évidemment encore sur la coopération très forte avec les États-Unis et l'Alliance transatlantique, très important. Donc ça, c'est le premier point que je voulais faire. Le processus est vraiment différent de ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Deuxièmement, le contenu est aussi différent de ce que nous avons fait jusqu'ici. Ma fonction ici avant, c'était président du groupe politico-militaire et nous avons, depuis 2016, négocié beaucoup de conclusions de conseil sur la sécurité et défense. Et déjà, depuis 2016, je pense que nous avons vu un changement vers la sécurité et défense. Là où avant, la vision était plus vers nos missions et opérations dans le cadre du PSDC, donc la politique sécurité et défense. Et ces missions et opérations sont d'office en dehors du territoire de l'Union européenne. C'est notre tâche. Daniel a dit quelque chose là-dessus déjà. Mais par rapport à la stratégie globale de 2016, il y a un sujet qui a vraiment monté en puissance et importance, et c'est la résilience. Et si vous prenez la stratégie globale de 2016 et vous la transmettez dans une version Word et vous tapez sur recherche le mot résilience, vous trouvez à peu près 25 fois le mot résilience. Or, des 25 fois, je pense que 24 fois, la référence de résilience réfère à la coopération avec nos partenaires et les États tiers et comment nous pouvons renforcer la résilience des États tiers. Ça reste toujours très important et je pense que maintenant, avec l'Ukraine, je n'ai pas besoin de justifier pourquoi ça reste important. Mais ce qui a changé dans ces derniers 5 ans, c'est que je pense que les Européens se sont rendus compte aussi que c'est très important de commencer à travailler sur la résilience des autres
mais si notre résilience n'est pas en ordre, on a un grand problème. Et c'est ça que nous sommes en train de développer. Et donc, c'est pour ça que ça, c'est le deuxième pilier très important dans la boussole stratégique. Et la résilience, comme disait Daniel, n'est pas seulement vue par une définition étroite et ne se limite pas uniquement aux menaces hybrides, aux attaques cyber, aux disinformation. Non, ça regarde très bien aussi à l'accès au domaine stratégique, comme le maritime, l'espace, et même les conséquences de climat, que le changement de climat peuvent avoir sur notre sécurité. Tout ça, ça fait partie de la résilience. Et cette approche plus globale, plus intégrée, je pense, est un changement très, très important. Et donc, si ça c'est notre conclusion, que les menaces qu'on envisage ne sont plus limitées, mais sont vraiment plus la réponse aussi plus large et plus intégrée. C'est ça ce que nous sommes en train de faire. En même temps, il ne faut pas non plus sous-estimer l'importance de l'outil militaire dans cette approche. Nous avons tendance souvent, et ça c'est aussi mon opinion personnelle, nous avons tendance souvent à dire oui, il faut une approche intégrée, oui, l'Union européenne a tous les outils à sa disposition pour cette approche intégrée, mais l'outil militaire fait une partie très importante de cette approche. Et si on est honnête, il faut reconnaître que c'est justement cet outil-là qu'on doit renforcer dans le cadre de l'Union européenne aussi. Ça ne veut pas dire qu'on va affaiblir l'OTAN avec ça, bien au contraire. Moi, je suis convaincu que si on renforce l'outil militaire en tant qu'Européenne, nous renforçons aussi l'OTAN. C'est ça le message qui doit être très, très clair. Donc, vous voyez, dans la boussole stratégique, oui, une approche globale, oui, une approche intégrée, mais quand même aussi avec pas mal d'accent sur la nécessité de renforcer l'outil militaire dans tous ces domaines, et donc aussi dans le domaine résilient. Ça, c'est très important. Troisièmement, je pense que Daniel l'a déjà dit, donc il y a cette structure qu'on avait choisie. Il faut renforcer le travail qu'on faisait déjà, la gestion de crise. Et là, nous avons pas mal de travail à faire. Et oui, le déploiement rapide est une chose, mais pour déployer rapide, il faut aussi être capable de prendre des décisions rapides, ce qui n'est pas toujours le cas dans le cadre de l'Union européenne. D'où l'importance de regarder toutes les possibilités que le traité nous donne déjà. Et ce qu'on appelle dans le jargon bruxellois l'article 44 du traité doit pouvoir nous permettre à donner les possibilités à un petit groupe d'États membres d'aller d'avance. Évidemment, sous contrôle des 27. Mais il est très important d'avoir cette flexibilité. Et c'est ça le mot clé dans la gestion de crise. Nous avons besoin de plus de flexibilité. Et évidemment, avec 27, ce n'est pas toujours facile, mais si on ne fait pas ça, ça sera, je vais être assez défaitiste ici, mais ce sera la fin de notre rôle dans la gestion de crise. Si nous ne développons pas des cadres plus flexibles, plus rapides, qui nous permettent de réagir de manière robuste, de manière rapide, je crains que ce qui va se développer, c'est plus d'initiatives en dehors du cadre de l'Union européenne. Et d'ailleurs, ce n'est pas un problème que seulement l'Union européenne envisage. On a le même problème, je pense, dans le cadre de l'OTAN et aussi dans le cadre de l'ONU. Donc, plus de flexibilité est très important. Dans le deuxième pilier, effectivement, la résilience est très important, le rôle militaire là-dedans. Troisième pilier, investir. Très important, évidemment. Parce qu'on peut développer notre vision sur ce qu'on doit faire dans le monde. On peut développer notre vision, ce qu'on doit faire pour protéger nos citoyens. Mais si nous n'avons pas les moyens, on a un grand problème. Et ça, c'est le problème actuel, en fait. Et oui, ça veut dire plus d'investissement dans la défense aussi. Et en tant qu'Hollandais, je suis très content que notre nouvel gouvernement a fait cette première pas
la bonne direction maintenant et j'espère que d'autres vont suivre aussi parce que c'est ça, au bout du compte, ce qu'on a besoin. Plus d'argent, c'est assez simple. En même temps, ce n'est pas uniquement des capacités ce qu'on doit développer. Je pense que Daniel a touché là-dessus aussi. Il s'agit aussi de développer les nouvelles technologies et d'investir dans l'innovation. Et encore plus important, de réduire nos dépendances. Et si on appelle ça souveraineté technologique ou autonomie stratégique ou tous ces autres termes, peut-être vous avez remarqué aussi à Bruxelles avec la boussole stratégique. Dans la boussole stratégique, on mentionne, c'est maintenant 34 pages, je crois, 35 pages, on mentionne qu'une fois l'autonomie stratégique. Mais on essaye de la définir par la boussole stratégique. Et c'est pour ça que nous avons choisi cette structure des 4 chapitres. Parce que pour moi, l'autonomie stratégique, c'est de savoir agir. C'est de savoir protéger ses citoyens. C'est de savoir investir. Et ultimement aussi, il faudra coopérer avec des partenaires. Et là, de manière plus stratégique, comme disait Daniel très bien aussi, il faudra changer notre politique sur notre coopération avec les partenaires. Évidemment, la coopération avec l'OTAN reste très importante. Et si tout va bien, il y aura déjà une déclaration dans les semaines à venir. C'est ce que nous attendons avec grand espoir, qui va renforcer cette coopération entre l'OTAN et l'Union européenne. Et évidemment, ça c'est aussi le cas pour quand on développe des capacités. Les capacités militaires qu'on développe, ce sont des capacités qui sont dans les mains des États membres. Ce sont les États membres qui décident où est-ce qu'ils déploient ces capacités. Si c'est au sein de l'Union européenne, au sein de l'OTAN, l'ONU, ou peut-être même dans des coalitions ad hoc. Donc la coopération avec l'OTAN est très importante. En même temps, la coopération avec les États-Unis est très importante aussi sur tous ces domaines. Et c'est pour ça que nous sommes très ravis que nous avons commencé un dialogue direct entre l'Union européenne et les États-Unis. Ça a été fait par l'autre représentant Josep Borrell et State Secretary Anthony Blinken en décembre. Je pense que c'est très important. Là aussi, je veux dire, ça n'affaiblit pas l'OTAN, bien au contraire. Et je pense que c'est très important que nous, Européens, nous avons ce dialogue direct avec les États-Unis, aussi dans les matières défense et sécurité. Donc voilà, ça c'est un peu la structure de la boussole stratégique et pourquoi ça diffère avec ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Troisième élément, et là aussi ça a été mentionné par Daniel, vous voyez qu'on travaille souvent ensemble, Daniel et moi, on connaît nos discours. C'est que je dirais presque comme ici à Bruxelles, nous sommes dans le pays de René Magritte, ceci n'est pas une stratégie. Parce que c'est une stratégie, mais pas une stratégie. Parce qu'en même temps, là aussi, je pense qu'il y avait ce besoin côté institution, mais surtout côté État membre, de ne pas développer juste notre papier qui, après, demande une action plan et plein de documents de suivi qui va nous occuper, nous les bureaucrates européens, je peux le dire, pour les 10 ans à venir. Non, cette stratégie doit être très concrète. Donc, il contient aussi un calendrier avec style très bureaucratique presque, mais très politique aussi, en bullet points, hein, des actions pour les 5 à 10 ans à venir, et plutôt dans les 5 que dans les 10 ans à venir, j'avoue aussi tout de suite. C'est un commentaire qu'on reçoit des États membres, mais ma réponse sur ça est toujours si on regarde le monde autour de nous, et on n'a qu'à ouvrir le journal aujourd'hui, regarder la télévision, on le sait tous. Si on développe une boussole stratégique qui a un premier chapitre qui décrit le monde et le monde est en feu, et tout le monde autour de nous est en feu, on ne peut pas dire que nos actions vont venir dans 10 ans. Nous avons besoin de réagir maintenant. Et donc, toutes ces actions et ce calendrier est quand même assez court terme, mais il y a un énorme besoin de commencer le travail dès que la boussole est adoptée. Donc ça, c'est très important. Donc une stratégie, mais aussi un action plan en même temps, je dirais. Et je pense que ça, c'est très important. Et nous allons nous battre pour ça, de garder ça jusqu'à mars. Mais je suis aussi convaincu que les États membres sont du même avis.
Dernier point, et là j'arrête, c'est que plus qu'avant, cette stratégie qui n'est pas une stratégie était développée par les États membres avec le soutien de services extérieurs, mais aussi avec l'étroite coopération de la Commission. Et c'est ça qui change beaucoup par rapport à ce qu'on a fait jusqu'ici. Le rôle de la Commission dans la défense n'a jamais été très grand, pour des raisons très claires. Mais c'est en train de changer, et je pense que c'est une bonne chose que c'est en train de changer. Parce qu'il faut faire le lien avec l'industrie de défense. Il faut faire le lien avec le financement. Et pour la première fois, les États membres peuvent bénéficier d'un parti du budget européen pour certaines initiatives de la défense, même si le nombre d'euros est encore très limité. Et j'espère bien que dans le prochain budget, ce nombre va être augmenté, cette somme va être augmentée. Et c'est ça qui est très important. Donc, en étroite coopération avec la Commission. Et d'ici quelques semaines, la Commission va même présenter plusieurs propositions en étroit lien avec la boussole stratégique dans le domaine de l'industrie de défense, mais aussi dans le domaine cyber, dans le domaine hybride, dans le domaine espace, ça a été mentionné aussi, très important. Jusqu'à maintenant, tout ce que l'Union européenne a fait dans le domaine de l'espace est vu d'un angle civil. Il est très important que maintenant, nous développons aussi cette vision d'un angle défense militaire très important. Et donc, il est prévu que d'ici la fin de l'année, avec la Commission, nous allons travailler sur une stratégie espace-défense, quelque chose que la France, pas seulement en tant que présidence, mais aussi avant, a bien promu. Donc, tous ces développements, je pense, font que ça sera différent par rapport à ce qu'on a fait jusqu'ici. Reste le dernier élément, et je termine là-dessus, et c'est exactement le même élément que Daniel a dit. Ceci ne pourrait pas marcher sans les États membres. Et est-ce que là, je vois une différence par rapport à 5 ans ou 10 ans? Je dirais presque, posez-moi la question d'ici 2 mois et je vous donne la réponse. Je ne suis pas tout à fait sûr encore, mais je vois quand même un certain engagement, plus qu'avant. Je vois une volonté de développer cette politique de défense européenne. Je vois le besoin de se réunir, d'avoir une vision commune, même si parfois cette vision diffère encore entre États membres. Mais avec toutes les menaces qu'on envisage, et surtout aussi aujourd'hui, où même notre architecture européenne de sécurité est menacée de nouveau. Qui aura pensé ça? Il est très important que nous développons cette réponse européenne maintenant ensemble. Et j'ai bon espoir quand même que d'ici fin mars, nous avons une boussole stratégique qui nous permet de travailler sur tous ces domaines-là dans les 5 ans à venir, je dirais plutôt, pas dans les 10 ans. Merci beaucoup. Un grand merci, Monsieur Van Obel. Nous rappellerons, Magritte, ceci n'est pas une stratégie. Nous nous rappellerons aussi tout ce que vous nous avez dit sur la REV 2 et sur ce qui reste à faire du côté de la Commission et des États membres et avec les grandes parties prenantes. Voilà, il nous reste maintenant donc à passer la parole à la deuxième intervenante qui nous a rejoint, que nous avons aperçue, mais qui vient de… Voilà. Merci, Madame la sénatrice, de nous avoir rejoints. Madame la sénatrice, vous avez été ministre. Vous avez un parcours très riche et vous êtes l'auteur, avec votre collègue, le sénateur Ronan Le Gleut, de 3 rapports, dont le dernier, numéro 753, porte justement sur la boussole stratégique et qui a été lancée au mois de juillet. Et vous apportez, comme ça sera le cas avec Arnaud Danjean qui nous rejoint, donc un autre point de vue complémentaire et peut-être différent de celui notamment que vient de nous exposer Monsieur Van Obel. Madame la sénatrice, vous avez la parole pour à peu près un quart d'heure. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Alors, je ne sais pas si j'aurai un propos différent. Je crois que
en ayant écouté les intervenants précédents, je peux être rassurée qu'il y a vraiment convergence de vues et d'analyse, et donc tout cela va dans le bon sens. Et je voulais, dans un premier temps, vous remercier l'IHEDN et la Fondation Robert Schuman d'avoir fait ce choix judicieux de faire travailler à la fois pour cette conférence, en tout cas, des parlementaires européens, parlementaires au niveau national, dont je fais partie, et des chercheurs. Et je dois dire, je suis assez envieuse de ce que j'ai entendu, en tout cas, de la participation de ceux-ci à l'élaboration de cette boussole stratégique, puisque, en fait, au Sénat, nous nous sommes autosaisis du sujet. Je l'avais proposé à la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. Et donc, en effet, nous avons travaillé avec mon collègue, mais c'est une habitude puisque nous en sommes à notre 3e rapport. Et le premier avait débuté en 2019 et portait sur la défense européenne, avec une question comme celle que vous posez aujourd'hui sur l'autonomie stratégique, à laquelle nous n'avions pas forcément de réponse à l'époque. Mais dans ce rapport, nous avions en 2019 fait 12 propositions, et l'une d'entre elles était ce besoin d'un livre blanc au niveau européen. Et je pense que la boussole stratégique s'en rapproche. Peut-être pas complètement, en tout cas sur le plan capacitaire, je pense que c'est le cas. Et je pense en tout cas que c'est un instrument qui est intéressant. Alors, comme vous venez de le noter, je vais me reposer essentiellement sur le rapport que nous avons commis, qui a donc été adopté le 13 juillet 2021. Ce qui peut-être explique un petit peu le manque de visibilité qu'il a eu. Je crois que la date n'était pas très heureuse, mais par rapport en tout cas au rapport précédent. Et ce que nous avons noté, alors nous étions très enthousiastes en disant, voilà, nous avons une des propositions que nous avions faites 2 ans auparavant qui est mise en œuvre, et que nous allions pouvoir participer, contribuer, comme nous l'avions fait, nous pensions, en tout cas 2 ans avant, à la pensée européenne de cette défense commune. Et d'ailleurs, je trouve le terme intéressant que vous utilisez dans votre titre, parce que vous ne parlez pas de défense européenne, vous parlez de défense commune. Et je me demande si c'était volontaire de votre part de se dire qu'il peut y avoir une défense commune entre ceux qui veulent y participer et pas forcément en faire une défense européenne, qui est plutôt un terme utilisé par nous, Français en tout cas, et qui, quelque part, est inclusif de tous. Donc, voilà, je pense que pour le débat, c'est peut-être un élément qui est intéressant à creuser, dont peut-être vous avez la réponse dans le choix que vous aviez fait. Et donc, voilà, donc je voulais vous donner un petit peu le cadre de mon propos, où je préfère, moi, parler de défense européenne, parce que c'est pas parce qu'au Sénat, nous avons un certain nombre de rapports, mais en tout cas, il y a une littérature qui est assez abondante sur le sujet, avec des avancées quand même qui sont notables dans le temps. Alors, c'est vrai qu'on a toujours l'impression que ça n'avance pas assez vite, mais quand on se plonge dans ce qui se fait, en tout cas, c'est notre cas depuis 3 ans, nous sommes agréablement surpris du nombre d'initiatives, du nombre de projets, alors en bilatéral au sein de l'Union, en multilatéral toujours au sein de l'Union, mais il se passe vraiment beaucoup de choses, que ce soit au niveau militaire, que ce soit au niveau des réflexions de différents cercles de défense, et au niveau également politique, même si je dirais la construction de cette défense, finalement, défense commune, pour reprendre votre terme, doit faire face à deux obstacles, pour moi, 2 obstacles principaux. D'abord, c'est la protection, depuis la dernière guerre mondiale, très confortable pour les Européens que nous offre l'OTAN, et qui fait que malgré tous les éléments qui ont pu nous bousculer depuis 3 ou 4 ans, pendant l'ère Trump notamment, et la façon de ce président de remettre en question finalement certains fondamentaux tels l'OTAN, de bien déclarer, ce qui était déjà le cas auparavant, mais que nous n'avions pas forcément
entendu, parce que dit différemment, de cet intérêt pour l'Indo-Pacifique qui s'est d'ailleurs concrétisé avec le pacte stratégique AUKUS, là aussi qui existait mais qui a été réactivé. Et je crois que les Français, nous étions au premier rang pour le réaliser. Et puis le retrait sans consultation également de l'Afghanistan. Ce sont pour moi des éléments de rappel constant que nous ne voulons pas forcément entendre parce que ce lien avec les États-Unis est tellement important, eh bien que nous préférons finalement parler d'erreurs, voilà, et de se dire que les Américains de toute façon ne peuvent pas s'éloigner parce que leur protection dont nous avons besoin continue à être trop importante. Et donc, cette boussole stratégique, cet instrument, finalement, s'inscrit dans une volonté des Européens à s'intéresser à leurs propres priorités, donc pour l'Union européenne, qui ne sont peut-être pas forcément partagées par les Américains et encore moins par l'OTAN. Et il y a un élément, moi, qui m'a un petit peu perturbée, c'est le fait que les Américains aient demandé un droit de regard sur ce qui se passait et ce qui serait proposé au mois de mars prochain, comme si quand même leur volonté était que nous ne soyons pas trop indépendants et surtout pas trop ambitieux dans ce que nous allions proposer, d'autant que, par ailleurs, un exercice similaire avec des thèmes similaires, et là aussi la surprise a quand même été forte et exprimée par beaucoup, que l'OTAN s'intéresse à la résilience. Vous voyez bien quand même qu'il y avait un effet de miroir de ce que les Européens avaient décidé de travailler, de mettre dans des paniers, hein, puisque c'est le terme qui a été utilisé, et en parallèle ce que l'OTAN avait décidé d'approfondir et de se dire que, eh bien, finalement, est-ce que cet exercice n'avait pas vocation à faire en sorte eh bien, que la boussole stratégique européenne s'insère dans celle qui sera proposée à l'été à l'OTAN. Ce ne sont pas des critiques que j'émets, mais simplement, je pense qu'il ne faut pas être naïf, qu'il faut que nous soyons un petit peu plus, peut-être, forts et sûrs de nous, en tout cas, pour ne pas être naïfs dans cette relation quand même avec notre allié. Le second obstacle, pour moi, c'est, et cela a été dit par les orateurs précédents, ces perceptions quand même différentes avec lesquelles nous devons jongler, et c'est vrai que c'est compliqué, des menaces. Et donc, cet exercice nous permet de les identifier, mais l'objectif est quand même qu'elles soient plus ou moins convergentes pour qu'on ait envie justement de déboucher sur une défense commune. Parce que votre titre, c'est « Quelle défense commune pour quel défi ?» Moi, je commence par les défis. Quels sont les défis et les menaces? Et ensuite, quelles réponses nous y apportons? Et est-ce que nous pouvons en effet avoir une défense commune pour y répondre? Et donc, dans le rapport de 2013, nous avions identifié, mais cela n'a pas changé, 3 grands groupes finalement en Europe, les atlantistes, un deuxième groupe plutôt tourné vers le sud et le sud-est de l'Europe. Alors, bien sûr, les atlantistes, eux, sont calés sur la menace russe. Les pays du sud de l'Europe sont plutôt, eux, dans une menace terroriste et les flux migratoires, même si la menace terroriste, aujourd'hui, quand même, concerne tout le monde. Et je crois que ce qui se passe au Mali, même si c'est absolument terrible aujourd'hui avec l'arrivée de Wagner dans ce pays, c'est bien de démontrer quand même que tout est lié et que la présence russe en Afrique, c'est aussi une menace par le biais du terrorisme qui pourra grandir. Et donc là, quelque part, on a une convergence de vues. Et puis, le troisième groupe que nous avions identifié, c'était ceux qui ne se sentent pas menacés. Et donc, ce qui est intéressant, je pense, dans cet exercice de boussole stratégique, de pouvoir rassembler tout cela, c'est que, bon, d'abord, c'est un travail inédit jusqu'à présent, qui n'a pas été priorisé et qui fait qu'au-delà de la liste, je pense qu'il est très, très important de nous attacher à ce que nous avons en commun, d'où le terme que vous avez utilisé, je pense, qui est fort judicieux. Alors, j'en viens aux défis. Il y en a quelques-uns, je vais aller très rapidement. Premièrement, la défense des frontières. Bon, là, c'est redevenu une préoccupation, on va dire, majeure avec ce que nous observons en Ukraine. Mais enfin, les Balkans n'ont jamais été stabilisés.
Et je crois que, voilà, mais comment la paix en Europe, où il n'y avait pas de remise en question des frontières et des pays, faisait que c'était peut-être pas le défi principal, mais aujourd'hui, quand même, celui-ci revient un peu sur le devant de la place. Paradoxalement, les espaces communs, je crois, qui font l'objet d'une nouvelle compétition pour leur appropriation. On avait au XIXe siècle l'amiral américain Alfred Mahan qui considérait déjà que la maîtrise des espaces communs, en particulier la mer, puisqu'à l'époque c'était l'espace commun que nous avions, était la condition sine qua non de la puissance stratégique. Bon, si l'amiral vivait en 2022, je crois qu'il aurait ajouté l'espace et le cyberspace. Donc, je crois qu'après avoir considéré ces espaces communs comme des espaces de liberté, et je crois que le numérique y a beaucoup contribué, parce que chaque citoyen, finalement, s'est emparé de cette liberté de communication à l'autre bout du monde, et ainsi de suite. Aujourd'hui, ce sont des espaces contestés. Et donc, depuis 10 ans, on a 3 phénomènes. Premier changement, c'est la supplantation du droit par l'usage de la force et la politique du fait accompli. Bon, je crois que je ne vais pas mentionner le pays auquel nous pensons tous, mais en tout cas, ce que nous avons, c'est que nous avons des conventions, par exemple pour la mer, la convention de Montego Bay, signée en 82, pour l'espace. On a le droit qui a été mis en place en 67 par le Comité de l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique, qui interdisait donc de stationner dans l'espace des armes nucléaires. Et aujourd'hui, une vision européenne du multilatéralisme et du droit international qui est fortement mise en cause. Et je pense que c'est un élément central où l'Union européenne peut et doit aujourd'hui défendre ces espaces et être force normative et l'assumer. Le deuxième, c'est la remilitarisation des espaces. La mer, on a des incidents qui remontent à 2020 avec des navires turcs, ou un navire turc, dans l'espace récemment avec les Russes. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que tout le monde le connaît, puis je ne vais pas prendre de temps. Voilà, donc en tout cas, deuxième point. Et troisième point, c'est l'apparition des menaces hybrides, bien sûr avec l'utilisation simultanée de moyens conventionnels et non conventionnels, et cela dans tous les domaines. Ce n'est pas simplement le militaire, c'est le politique, c'est le diplomatique, c'est le renseignement, avec une zone grise, et ça c'est intéressant, en deçà de laquelle, en tout cas il y a une limite légale qui enclencherait un conflit armé et qui ne se déclenche pas parce que ceux qui les utilisent sont toujours en deçà de cela. Bien. Alors, je vais aller très vite maintenant parce que j'ai épuisé mon temps. Pas encore? Il vous reste 3 minutes si vous le voulez bien, Madame la sénatrice. Ok, alors très bien. Donc, dans le projet de boussole stratégique, bon, on renforce la résilience, nouvelle stratégie spatiale. Je vais peut-être laisser les points qui, pour moi, étaient importants, que j'avais notés donc, dans le document qui nous a été remis là, au mois de novembre. Bon, attendez, constante évolution. Oui, moi je finirai simplement pour les 3 minutes de dire que, bon, il y a un constat. Aujourd'hui, le monde est en constante évolution et on a l'impression d'une accélération du temps. En tout cas, moi je le ressens très fortement. Cette accélération du temps nous force à anticiper les crises et surtout être capable d'y répondre et d'y répondre le plus rapidement possible. Donc, cela nous force à célérité dans la prise de décision. Alors bon, on nomme le verrou institutionnel, l'unanimité comme étant un point de blocage, peut-être, mais le point de blocage principal, c'est quand même le manque de volonté politique de la part des pays européens de vouloir avancer ensemble. Alors, on peut prendre toutes les excuses du monde et se dire ceci ne marche pas ou pas assez, et ainsi de suite. S'il y avait une volonté politique derrière cela,
je pense qu'il n'y aurait pas de verrou institutionnel sur l'anonymité puisque nous serions tous d'accord. Voilà. Donc, écoutez, moi, je pense qu'il ne faut pas que, et nous attendons avec impatience ce qui va sortir de cette boussole stratégique, en tout cas que ça ne soit pas limité à un catalogue de défis à surmonter, que du point de vue capacitaire, mais je crois que les militaires ont vraiment travaillé, en tout cas pour tous ceux que nous avons auditionnés, et que les choses se passent beaucoup mieux que ce que l'on peut anticiper, peut-être avec des problèmes d'interopérabilité et ainsi de suite, mais les exercices sont suffisamment importants et suffisamment nombreux pour, sur le plan, on va dire, opérationnel et capacitaire, eh bien, de pouvoir régler tout cela et d'ajuster ce qui peut, en effet, bloquer. Et je pense qu'en effet, cette boussole stratégique, eh bien, c'est un moment de la construction européenne. Hein, c'est un moment européen. Je crois qu'il ne faut absolument pas le rater. Ça sera, il faut l'espérer, une avancée majeure, ou ça sera comme le reste, à mettre sur les étagères en disant que voilà, un nouvel instrument, on n'en a pas fait ce que l'on devait ou ce que l'on pouvait, tout simplement parce qu'on ne le voulait pas et que la volonté politique, là aussi, était manquante. En tout cas, voilà, je vous remercie. J'avais beaucoup plus de choses à dire, mais je crois qu'elles ont déjà été plutôt bien dites avant moi, et en tout cas, je partage un certain nombre d'analyses qui ont pu être faites. Voilà, donc je vous invite à lire tous ces rapports parlementaires qui sont sur le site, bien sûr, du Sénat et qui peuvent apporter des éléments à la réflexion collective. En tout cas, nous y participons activement. Merci pour votre attention. Merci, Madame la sénatrice. Vous avez parlé d'un moment européen. Donc, le lien est fait naturellement avec Monsieur Arnaud Danjean, qui nous a rejoints et que nous remercions de sa présence, et qui a jonglé comme beaucoup d'entre vous. Donc, monsieur là, il faut que j'aille voter. Donc, alors, je vous en prie, je reviendrai après. Merci. Voilà, merci. Donc, Monsieur Danjean, s'agit-il d'un moment européen? Et vous allez intervenir au lendemain d'auditions très importantes avec notamment le haut représentant, Monsieur Borrell. Vous avez la parole et merci encore. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Je suis ravi de retrouver quelques têtes favorablement connues. Je remercie la Fondation Schuman et l'IHEDN. Merci mon général, merci Christina. Et puis Jean-Dominique, Pascal qui doivent être dans le coin. En tout cas, merci beaucoup de votre invitation. C'est un débat évidemment assez stimulant. Je vais pas vouloir être jouer le rôle du grain de sel ou du grain de sable, je sais pas comment on pourrait dire, mais je serais peut-être j'exprimerais peut-être un peu plus de scepticisme sur l'ensemble de cet exercice, encore que, mais en tout cas, j'aurai une liberté de parole. Je précise que j'engage que moi, je n'engage ni mon groupe politique, et encore moins le Parlement européen. Donc, je vous parle vraiment de façon très libre, mais je pense que c'est ainsi que ça peut alimenter le débat le plus utilement. Vous l'avez rappelé, on a eu des auditions hier. Ce que je voulais dire quand même en introduction, c'est que ce dont nous discutons, en tout cas pour ce qui me concerne ici au Parlement européen, cette fameuse boussole stratégique, c'est un peu de la spéculation malgré tout, parce que on n'a pas encore le document consolidé. D'ailleurs, personne ne l'a puisqu'il est encore en cours d'élaboration. Donc, on a eu des moutures. D'ailleurs, on les a eues de façon un peu détournée au départ. Aujourd'hui, elles ont été un peu plus mises en circulation, mais je me souviens très bien que à l'automne, quand ce sujet était déjà très à la mode, on nous demandait de nous exprimer sur la boussole stratégique, mais en fait, c'était de la pure spéculation parce que nous n'avions pas le document. Alors, je comprends que la méthode d'élaboration requérait une certaine confidentialité, après tout, pourquoi pas, mais encore une fois, tout ça pour dire que il y a beaucoup de spéculation dans nos commentaires et on verra ce que sera la version définitive. Je dis ça parce que Hélène Conway-Mouret l'a évoqué, il n'est pas exclu qu'il y ait un certain nombre d'amendements assez substantiels qui viennent percuter l'ambition initiale qui était dans ce document, et je pense en particulier à nos alliés d'outre-Atlantique qui se réservent une forme de droit de regard, si ce n'est direct, au moins indirect, et j'ai déjà vu certains ministres de la Défense de certains pays monter au créneau pour mettre en garde contre certaines ambitions qui seraient peut-être un peu excessives en matière d'autonomie européenne. Donc on verra ce qu'il en sort. En tout état de cause,
il me semble que cette démarche, l'exercice est intéressant. Il est intéressant, il est utile, incontestablement. Ça sera mieux avec que sans. Là, j'ai aucun doute là-dessus et je ne vais pas m'élever en faux contre tout ce qui a été dit précédemment. Je pense en revanche qu'il convient quand même un peu de relativiser déjà la portée de l'exercice, pour plusieurs raisons. D'abord, si ce document sera sans doute le plus ambitieux, à la fois dans sa démarche, dans les consultations qu'il a générées et dans les conclusions qu'il apportera, sera sans doute le document le plus ambitieux en matière de défense dont s'est dotée l'Union européenne, il faut quand même rappeler qu'il y a un certain nombre de documents qui ont déjà existé par le passé et qui étaient censés déjà apporter une forme de socle stratégique commun. Je pense naturellement à la stratégie de sécurité de 2003 qui avait été réactualisée en 2008 sous Solana. Je pense à la stratégie globale qui avait été publiée en 2016 par la haute représentante de l'époque. Alors, ces exercices étaient plus limités à la fois dans les consultations qui les avaient générées et plus limités dans leurs objectifs. Mais malgré tout, ça procédait de la même volonté d'avoir une lecture stratégique commune des défis et menaces qui nous entouraient. Et de ce point de vue-là, la partie lecture de la menace, j'ai aucun doute que ça sera un exercice très bien rédigé, de très bonne facture, mais c'est pas le plus compliqué, j'allais dire. Vous savez, c'est pas d'abord, beaucoup de pays ont des livres blancs ou des revues stratégiques, c'est de quoi je parle. Beaucoup de pays, sans même avoir ces documents très formalisés, ont des think tanks qui produisent de façon plus ou moins institutionnelle des analyses de l'environnement stratégique tout à fait pertinentes. Donc, je veux dire, faire une trentaine de pages pour expliquer que les acteurs régionaux qui nous entourent sont en train de s'affirmer, qu'il y a certaines puissances se désinhibent, que les conflits se durcissent. Bon, tout ça est parfaitement intéressant, stimulant, pertinent. C'est pas non plus, entre nous soit dit, le plus compliqué à évaluer. On l'observe tous. Et donc, il n'y aura pas forcément une grande originalité de ce point de vue. Il y a deux aspects qui me semblent importants. Un potentiellement très positif, un potentiellement plus négatif, à partir de cette lecture stratégique commune de notre environnement. L'aspect très positif et qui rapproche la démarche boussole stratégique du livre blanc à la française, c'est effectivement qu'une fois qu'on aura un peu scénarisé les défis et menaces qui nous entourent, on flèche ça en rapport avec des moyens capacitaires à mettre en œuvre en face de ces menaces et de ces défis. Et ça, c'est quelque chose d'un peu modestement prescriptif, j'allais dire, qui est très intéressant parce qu'effectivement, on arrive à un degré de capillarité qu'on n'avait jamais eu dans les documents européens jusqu'à présent. Et de ce point de vue-là, on se rapproche encore une fois des démarches livre blanc ou revue stratégique à la française, même si on n'aura pas le degré de précision des contrats opérationnels d'un livre blanc français. Mais enfin, ça, je pense que c'est très positif parce qu'on identifie très bien là où on devra faire des efforts, en particulier capacitaires. L'aspect potentiellement plus négatif, c'est quand même qu'on va continuer à partir de cet énoncé, sans doute encore une fois très bien fait, de l'environnement stratégique, des menaces et des défis, on va une nouvelle fois se heurter à l'absence de hiérarchisation de ces menaces et de ces défis, et donc des réponses, de la priorité qu'on donne aux réponses. Et ça reste une lecture que chacun des États va faire à l'aune de ses propres interprétations. J'allais dire, dans cette revue stratégique, et c'est bien le but, enfin dans cette boussole stratégique, tout le monde va y trouver un peu ce qu'il y a mis. Ceux qui sont plus, moi j'ai discuté avec beaucoup de ministres de la Défense, en particulier méditerranéens, bon, bah, leur obsession c'est le flanc sud et la Méditerranée orientale, et donc en acteur régional potentiellement perturbant, c'est plutôt la Turquie qui pose problème. Bon, ben voilà, ça sera dans la boussole stratégique. Le flanc Est avec la Russie, ça sera dans la boussole stratégique. Ceux qui voient des horizons plus lointains avec la Chine et l'Indo-Pacifique, ça sera dans la boussole stratégique, pardon. Je fais le lapsus à chaque fois. Mais, et donc, tout le monde va y trouver un peu ce qu'il y a mis. Et à l'arrivée, c'est pas parce que ça sera dans la boussole stratégique que ça va bouleverser les perceptions prioritaires des uns et des autres. Et ça, c'est structurel en Europe et ça ne changera pas. Donc, même si
ce document sera intelligent, utile et intéressant. Fondamentalement, le ministre de la Défense à Lisbonne, ses priorités ne vont pas être bouleversées par le fait qu'il y ait une boussole stratégique non contraignante qui va lui dire oui, mais il y a d'autres théâtres d'opération ou il y a d'autres théâtres d'enjeux, et il va dire oui, j'en suis parfaitement conscient, mais il n'empêche que moi, vu de Lisbonne, ma priorité stratégique, c'est celle-ci. Et chacun des pays, et c'est bien légitime, on est dans une Union européenne où l'unité de base reste l'État-nation, en particulier en matière de défense, eh bien, chacun aura des perceptions prioritaires et on n'aura pas de hiérarchie des priorités à l'échelle collective. Et ça reste une forme de faiblesse pour ceux qui envisagent, ce n'a jamais été mon cas, mais pour ceux qui envisageraient la boussole stratégique comme, pardonnez-moi l'anglicisme, mais comme un game changer fondamental, en disant dès lors qu'on aura ce document, allons-y, c'est parti, on a des priorités communes et c'est ça qui va faire foi. Non, on aura un ensemble de priorités non hiérarchisées dans lesquelles chacun de nos pays piochera au gré de sa lecture stratégique et de ses enjeux du moment. Donc, de ce point de vue-là, j'allais dire, il n'y aura pas grand-chose de neuf sous le soleil, même si on aura ce document à disposition. Tout ça pour dire, encore une fois, démarche extrêmement utile si ça peut aider les Européens à conforter une lecture stratégique commune, si ça peut les conforter dans une approche commune, mais quand il faudra parler capacité et opération, on aura quand même encore une fois une hétérogénéité assez forte. Et ce n'est pas la boussole en elle-même qui va bouleverser tout ça. Étant entendu qu'une boussole, je l'ai rappelé hier, et d'ailleurs M. Borrell a marqué son total accord avec ma formule, une boussole stratégique, ce n'est pas une baguette magique. Et une boussole stratégique, ça reste un instrument. Et l'instrument, il n'est véritablement utile qu'en fonction de la façon dont on l'utilise. Et on peut poser la boussole sur la table et avoir une boussole extrêmement belle, séduisante et parfaitement finie. Mais si personne ne l'utilise à l'arrivée, bon, ben voilà, ça restera un bel objet posé sur une table. Donc tout dépendra de l'utilisation, donc de la volonté politique, des circonstances aussi qui feront qu'elle se révélera plus ou moins pertinente. Et donc, tout ça pour renvoyer, si vous voulez, à l'enjeu de fond qui est la prise de décision politique au niveau de l'Union européenne en matière de défense. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, la boussole participe, de mon point de vue, d'un effet pervers du débat actuel. C'est-à-dire qu'on a plus tendance, comme on n'arrive pas, il faut bien se dire les choses, on n'arrive pas à dégager de façon automatique et naturelle une approche commune à 27 sur les sujets de défense, on a tendance à privilégier aujourd'hui les instruments sur la substance. Je m'explique, c'est-à-dire que moi j'entends beaucoup parler dans tous nos débats européens aujourd'hui, que ce soit au niveau du Conseil, au niveau du Parlement, beaucoup au niveau du Parlement c'est vrai, j'entends beaucoup parler de la boussole stratégique, le vote à la majorité qualifiée au lieu de l'unanimité, l'éventualité d'un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors il y a ceux qui veulent carrément piquer le siège français ou ceux qui disent ben, en plus du siège français, il faudrait un siège de l'Union européenne. Mais tout ça, c'est des instruments, c'est pas la substance. Et j'ai l'impression que beaucoup d'Européens pensent que parce qu'on va développer des instruments communs, l'approche commune et la substance, c'est-à-dire l'accord substantiel sur le fond des dossiers, va être généré quasi automatiquement. Moi, je mets en garde contre ça, ce qui est peut-être valable au niveau monétaire, avec un effet mécanique ou dans des aspects commerciaux, ne l'est pas, à mon sens, dans une matière aussi mouvante et aussi sensible que la défense, et qui renvoie à des considérations beaucoup plus substantielles propres à chaque identité nationale. Donc, je mets en garde contre le fait que le débat européen se déplace un peu trop sur les instruments et pas assez sur la substance. C'est pour ça que pour ma part, je reste très opposé à la majorité qualifiée sur ces sujets-là, parce que d'abord, je pense qu'un vote à l'unanimité donne beaucoup plus de puissance à la décision qui est prise, et qu'un vote à l'unanimité vous oblige à essayer de trouver des convergences, là où un vote à la majorité qualifiée va étaler vos divisions et paradoxalement peut vous rendre plus faible au moment où il faut mettre en œuvre les décisions qui auront été prises dans une atmosphère beaucoup plus tiraillée que si vous essayez de trouver l'unanimité. Et d'ailleurs, à bien des égards, c'est un relatif faux débat parce que je trouve qu'en matière de politique étrangère et de défense,
on a très peu buté sur ces questions-là et on a très souvent obtenu l'unanimité sur les grands sujets, y compris des sujets qui pourtant paraissaient a priori compliqués. Bref, je pense que la boussole, de ce point de vue-là, participe un peu de cet accent mis sur les instruments pour éviter de trop se pencher sur la substance qui est parfois un peu plus compliquée. 2 mots de conclusion sur le cap. Vous demandiez un petit peu le cap vers lequel il faut aller. Moi, je dirais 2 mots-clés pour moi, et j'allais dire peu importe de la façon dont on procède du moment qu'on puisse arriver à ce résultat, pour moi, les 2 mots-clés, c'est convergence et flexibilité. Convergence dans les objectifs, il faut bâtir une convergence dans les objectifs. Cette convergence, si on peut la bâtir à 27, tant mieux. Si ce n'est pas à 27, tant pis. Mais il faut aller vers une forme de convergence avec le maximum d'États membres possible, mais il ne faut pas se priver de laisser du monde en chemin si cette convergence ne peut pas se faire à 27. Et ça renvoie donc à un mode d'action qui favorise la flexibilité. Je pense de ce point de vue-là que nous n'avons pas exploré, moi je ne suis pas du tout pour sortir du cadre de l'UE ou des 27 ou des traités pour aboutir et pour avoir des résultats en matière de défense. Ça serait une solution de facilité de mon point de vue qui n'est pas forcément souhaitable, ou en tout cas elle peut intervenir mais en dernier recours. Et il se trouve que je pense qu'on n'a pas épuisé toutes les ressources du traité de l'Union européenne. Et je pense qu'on a encore à l'intérieur du traité, de la même façon que la coopération structurée permanente n'a été déclenchée qu'en 2017, alors qu'après tout, elle est dans le traité depuis 2009-2010, qu'on a inventé le Fonds européen de défense, alors que rien, je veux dire, on a un peu tordu le bras à beaucoup de paradigmes juridiques et politiques qui fondaient l'Union européenne pour arriver au Fonds européen de défense. Donc, on a de la ressource. Je veux dire, on peut être créatif, y compris dans le cadre des traités. Moi, je plaide notamment pour qu'on explore de façon beaucoup plus volontariste l'article 44 qui, dans le cadre de l'unanimité du Conseil, permet de déléguer à un certain nombre d'États volontaires, notamment des opérations de l'Union européenne. Donc, il faut de la flexibilité, il faut travailler une convergence, mais avec beaucoup de pragmatisme, et je pense que cela est possible. Et la boussole, je ne sais pas si la boussole pourra y aider, mais en tout cas, encore une fois, elle ne fera pas de mal. Ce n'est pas quelque chose qui viendra amoindrir ses efforts. Donc, de ce point de vue-là, c'est plutôt un exercice utile. Je pense malgré tout, comme le rappelait Hélène avant moi, qu'il ne faut pas se leurrer. Les différences de perception sont quand même assez fortes en Europe. Elles le resteront. C'est assez consubstantiel. Et également, nous avons quand même cette mise en balance entre la défense collective qui reste l'apanage de l'OTAN, et ça vous pourrez le tourner, nous Français, on pourra le tourner dans tous les sens, la majorité de nos partenaires européens ne voient pas en dehors de l'OTAN pour la sécurité collective et la défense collective, et j'allais dire on ne peut pas leur donner tort. Qu'avons-nous, nous, à proposer qui viendrait se substituer de façon plus efficace et plus crédible à la garantie de sécurité transatlantique? Et quand bien même vous me connaissez, moi je plaide depuis des années pour l'autonomie stratégique européenne, j'y crois fermement, je pense que les orientations françaises en la matière sont tout à fait louables et légitimes, mais il faut aussi se mettre à la place des autres si on veut avancer avec les autres. Et les autres ne pensent pas tout à fait comme nous, donc il faut qu'on ait aussi ça en tête, et peut-être qu'on soit plus modeste dans nos ambitions à court et moyen terme, parce que c'est une œuvre de longue haleine. Je pense que la persuasion est possible, je pense que la conviction est possible, mais malheureusement, les rythmes sont différenciés. Il faut que nous aussi, Français, nous en tenions compte. Nous sommes parfois un peu trop ambitieux par rapport à l'état du débat stratégique en Europe. Grand merci, Monsieur Danjean, à la fois pour nous avoir rappelé ce que ne peut pas être la boussole stratégique et avoir esquissé vraiment des pistes de réflexion et surtout montrer que l'ambition, elle passe par la volonté politique, ce que d'autres intervenants avaient dit avec vous. Merci infiniment. Nous avons à peu près 25 minutes pour les questions. Nous avons sur le côté droit, donc beaucoup de remarques, mais aussi de questions. Si vous le permettez, on va essayer d'en retenir quelques-unes.
On va commencer par la question qui s'adresse à tous ceux qui veulent intervenir. Donc, Madame Connemoré n'a pas pu encore nous rejoindre, mais elle viendra après, qui est posée par une auditrice qui est aussi députée française. Et donc, elle nous demande si la boussole stratégique ne risque pas de manquer de crédibilité si les différents États membres n'augmentent pas leurs dépenses dans le domaine de la défense. Donc, sans citer l'ancien président américain, est-ce qu'il n'y a pas un risque de manque de crédibilité? Qui voudrait répondre? Oui, je veux bien répondre à cette question, puisque je l'avais adressée dans mon introduction aussi. Je suis tout à fait d'accord. Monsieur Van Oben, je vous en prie. Merci. Non, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a deux éléments. Et voilà, aujourd'hui, j'ai préparé un débat qu'on a demain avec les États membres exactement sur cette question. Demain, nous discuterons de la chapitre Invest avec les États membres au niveau des ambassadeurs. Et c'est un peu ça la discussion, à la fois sur les budgets nationaux, et je pense que ça c'est très important. Donc oui, les États membres doivent augmenter leur budget. C'est d'ailleurs aussi une obligation que 25 des 27 ont fait dans le cadre du CSP, hein, du Permanent Structured Cooperation, PESCO. Même si j'avoue que cet objectif n'est pas été très clair, ça parle d'une augmentation structurelle annuelle. Ça ne mentionne pas de pourcentage ni de montant. Donc, mais c'est évident qu'il faudra investir plus en Europe. Et heureusement, je dis, il y a de plus en plus d'États membres qui vont vers ce chemin. Pas tous encore, mais de plus en plus. Deuxièmement, ce que je pense est très important, c'est qu'on ne regarde pas seulement les budgets nationaux, mais aussi le budget européen. Hein, ce qui est dans le cadre multiannuel qui se fait chaque 7 ans. Comme je disais, pour la première fois, il y a une ouverture là d'avoir une petite pièce du budget total pour des initiatives défense. Et ça, pour le prochain cycle qui est en 2028, si je me rappelle bien, on doit fournir cette possibilité. Et donc, ça veut dire aussi que tous nos processus, toutes nos stratégies, on doit les aligner à cette procédure budgétaire. Parce qu'évidemment, il y aura une clause de rendez-vous dans la boussole stratégie pour y revenir, pour voir quelle est l'évolution, comment on va d'avance, et on propose de faire ça chaque année. Évidemment, il y aura aussi une clause de rendez-vous qui dit dans un certain temps, il faudra peut-être revoir la boussole stratégique. Pour moi, ça sera une grande erreur de faire cette révision après la discussion budgétaire. Il faut bien la faire avant pour pouvoir bien bénéficier aussi du budget européen. Et je pense que là, nous avons aussi besoin du Parlement européen, si je peux me permettre de dire ça ici. Donc voilà comme question. Si vous me permettez aussi de répondre très brièvement aux dernières remarques de Arnaud Donjon, parce que j'aime bien le scepticisme et pour un grand parti, je le partage aussi. Mais sur 2 points, je ne suis pas d'accord. Premier point, c'était sur la priorisation des menaces. Il est évident qu'il y a des différences entre des pays européens. Mais je pense qu'on vit dans un temps où on ne peut pas se permettre de priorité. Parce que qu'est-ce qui est la priorité? La Russie par rapport au Sahel, la Chine par rapport aux Balkans. Comme je disais dans mon introduction, maintenant tout ça c'est lié. Quand on regarde ce qui se passe au Sahel, ce n'est pas uniquement le terrorisme ou le truc, c'est Wagner. Et nous savons tous d'où vient Wagner. Toutes ces menaces sont liées. Donc, nous ne pouvons pas dire notre priorité en tant qu'Europe, c'est vers le sud ou vers l'est. Malheureusement, je trouve que nous n'avons pas ce choix. Les conséquences de ça sont très graves. Ça, je me rends bien compte de ce que je dis. Hein, et ça veut bien dire quelque chose pour les Européens, parce que ça veut dire, si on veut faire tout ce qui vaut vraiment, et là on revient à la question qui était posée par le public, il faudra vraiment augmenter nos investissements dans la défense, et pas uniquement financièrement, c'est aussi par développer des capacités et des moyens d'agir. Et là, je suis tout à fait d'accord.
c'est bien de développer les instruments, il faut les utiliser. Dernier point là-dessus, je pense que ce qui est très, très intéressant, développement que je vois depuis quelques années, jusqu'à maintenant, mon avis, c'est qu'on met trop d'accent sur les différences européennes. Et on pourrait, je pense, aller mieux en avant si on se soutient plus entre Européens. Et c'est ça ce qui est en train de se faire déjà actuellement, où la France fait une très, très bonne développement, je pense. C'est qu'il y a de plus en plus de pays de l'Est, baltes, qui participent dans des opérations au Mali, à Takuba. Et en revanche, la France aide ces pays-là aussi à leurs frontières. Ça, c'est un chemin qu'il faut explorer plus, je pense. Pas uniquement les pays de l'Est et les Baltes qui ont la menace russe, les Français qui sont intéressés dans le Sahel, la Croatie qui s'occupe des Balkans. Non, c'est cet échange et cet soutien mutuel. C'est ça ce qu'on doit faire plus dans le cadre européen, je pense. Et si on fait ça, nous n'avons plus besoin de faire des priorités parce que là, on peut s'aider entre nous. Et tout dernièrement, et là j'arrête vraiment sur la question de majorité qualifiée, etc. Je suis tout à fait d'accord, c'est pas sur la table, c'est pas dans la boussole stratégique. Pour ça, il faut un changement du traité et nous savons tous comment c'est compliqué. Donc, il faudra effectivement regarder les possibilités que le traité nous donne pour justement être plus flexible et réagir plus rapidement. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur Van Obel. Je sais que Monsieur Danjean doit nous quitter sous peu, sans qu'il s'agisse d'une réplique. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, puisque on voit qu'il y a un dialogue et c'est ce que nous souhaitions. Donc, Monsieur Danjean. Non, un mot, parce que je conçois bien qu'il soit impossible d'établir des priorités. Je ne suis pas d'ailleurs certain que ça soit souhaitable. Toutefois, mon point, mais c'est d'ailleurs la même chose pour la politique nationale de défense, c'est que, à défaut d'établir une hiérarchie des priorités, il ne faut quand même pas partir tous azimuts, parce qu'il faut quand même avoir conscience que ce dont on parle, la boussole stratégique, ne s'inscrit pas dans une vraie politique de défense. On est à l'échelle européenne encore, alors on appelle ça politique de sécurité et de défense commune, c'est un bien grand mot, enfin ce sont de bien grands mots à coller les uns aux autres, parce que la réalité c'est qu'on est toujours dans une optique de gestion de crise, on ne fait pas de la défense collective. Donc si moi aujourd'hui on m'explique que l'Est par exemple, le front Est potentiel face à la Russie rentre dans les priorités européennes, évidemment, dans l'absolu, oui, et en théorie, oui, et ça paraîtrait aberrant de ne pas inclure ça dans les priorités. Le problème, c'est que ça, c'est la priorité de l'OTAN, et que pour quasiment l'intégralité des pays européens, ils n'assignent pas cette fonction-là à la défense européenne, entre guillemets. Ils assignent ça à l'OTAN. Donc, ça veut dire que l'Europe doit aussi se concentrer sur d'autres choses, ou peut aussi dégager des ressources pour autre chose. L'autre chose étant ce que précisément d'autres organisations ne peuvent pas faire. Maintenant, c'est aussi pour ça que je dis qu'il faut travailler à des convergences. J'ai une convergence en tête, mais on pourrait bien sûr développer. Je pense par exemple que la sécurité maritime, c'est quelque chose qui fait relativement consensus parmi tous les États européens. Et la sécurité maritime, elle se décline aussi bien dans la Baltique que l'Atlantique, nord et sud, dans le golfe de Guinée notamment, qu'au large d'Aden, dans l'océan Indien ou même dans l'Indo-Pacifique, pour faire plaisir au nouveau concept français sur ce sujet. Mais là encore, faut être réaliste sur les capacités qu'on peut, en européen, mettre en face. Ce que je rappelais hier à Jean-Yves Le Drian, l'Indo-Pacifique, pour nous, Français, c'est une évidence, d'un point de vue sécurité-défense, mais il faut quand même avoir conscience qu'à ce jour, il n'y a que 3 pays européens qui ont montré des disponibilités militaires à déployer des bâtiments dans le Pacifique, c'est-à-dire les Pays-Bas, la France et l'Allemagne. Je mets UK à part. Donc voilà, vous voyez, ce genre de débat-là, c'est très important, c'est très intéressant, mais ça montre aussi les limites de l'action commune qu'on peut avoir en matière de défense, boussole stratégique ou pas. Mais je suis d'accord qu'établir une hiérarchisation des priorités de façon, j'allais dire, fossilisée ou en tout cas complètement consolidée n'aurait pas de sens. Il faut être souple, il faut être agile, comme on dit maintenant. Mais enfin, il y a sans doute des choses sur lesquelles il faudrait qu'on insiste peut-être un peu moins parce que c'est moins dans nos cordes. Voilà, c'est aussi ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Pourrais-je ajouter un point, Madame la Présidente ?
Je vous en prie, je ne suis pas présidente, mais Madame la sénatrice, je vous en prie, allez-y. Je croyais que vous présidiez la séance, c'est pour ça que je vous appelle Madame la présidente. J'essaie d'animer. Oh, écoutez, c'est un petit peu quand même. Oui, vous parlez de dialogue, donc ça sera un trilogue. Simplement, alors, moi, je pense que quand même, nous avons des espaces communs, et c'est ce que j'essayais de défendre dans mon propos, sur lesquels nous pouvons tous nous retrouver, et qui demandent des investissements, et qui demandent surtout une volonté de travailler ensemble, qui, quelque part, est peut-être plus facile que d'investir dans des équipements importants, qui demandent de gros investissements, et qui finalement se retrouvent avec une interopérabilité un petit peu compliquée. Donc, les espaces communs, si on parlait de priorité, je pense que là, nous allons pouvoir peut-être dégager cela pour mettre en place des protocoles qui n'existent peut-être pas, ou en tout cas renforcer ceux qui fonctionnent. Ensuite, sur le budget, je crois que l'investissement américain sera peut-être dépassé par les Chinois un jour, en tout cas, ils y travaillent ardemment. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de comparaison. Personne n'est en compétition sur le plan des investissements que les États-Unis peuvent faire en matière de défense. Par contre, collectivement, si on regarde ce que les Européens investissent, notamment dans l'achat de matériel américain, on peut se dire que nous avons là, si nous avions cette propension à en effet agir ensemble, avoir une force de frappe beaucoup plus importante que d'avoir des pays qui achètent chacun des équipements et des matériels différents. Donc, pour moi, la boussole stratégique, comme le FEDEF, et je reprends le terme d'Arnaud, ce sont des instruments en effet, et c'est vraiment ce que nous voulons en faire le jour où nous décidons enfin que, eh bien, ils sont à notre disposition, et que si nous voulons commencer à investir, nous avons quand même amorcé, par exemple, le SCAF, donc des projets industriels communs, mais qui ne débouchent en rien aujourd'hui sur un projet européen. Et voilà, bon, on a déjà beaucoup de difficultés à deux, donc on peut se dire que si nous ajoutions des partenaires, ça sera encore plus complexe, mais quand même. Donc moi, j'en reviens quand même à ce manque de volonté, et ce n'est pas parce qu'on va dépasser 2%, ce qui est déjà le cas en France aujourd'hui. On avait ces 2% qui nous étaient donnés par les Américains, vous savez, dans cette logique qu'ils ont depuis assez longtemps de burden sharing, disant, voilà, bon, on assure votre protection, mais enfin, en retour, il faut quand même nous montrer que vous êtes redevable, ce que nous sommes par ailleurs, parce que quand on regarde les chiffres d'achat d'équipements, je pense que l'OTAN, en fait, est un marché très lucratif pour les Américains. Voilà, merci. Je vous remercie. Et votre remarque fait écho à un commentaire que nous avons eu. À quoi bon investir si c'est pour que le profit de l'investissement ou le produit de l'investissement aille systématiquement outre-Atlantique? C'est un commentaire que nous avons vu tomber. Il nous reste à peu près un quart d'heure. Est-ce qu'on peut reprendre deux questions? Il a été rappelé que pour passer le cas échéant de l'unanimité à une majorité qualifiée, il faudrait changer les traités. Et comme chacun sait, pour changer la composition actuelle du Conseil de sécurité des Nations Unies, il faudrait réviser la charte, ce qui est sans doute une tâche encore plus impossible, encore plus difficile, voire impossible. Et les Nations Unies reposent sur les États. Et en l'état actuel des choses, le général Durieux l'a rappelé, il y a un seul membre de l'Union européenne qui siège au Conseil de sécurité en qualité de membre permanent, et évidemment, c'est la France. Et j'en viens à une remarque qui nous a été faite, qui doit mériter réflexion, donc dans notre discussion, sur la différence entre États membres, la différence juridique. En Allemagne, par exemple, c'est l'exemple qui a été cité, le Parlement, et en particulier le Bundestag, a un rôle qu'il n'a pas en France, quoi qu'on dise, et malgré tous les efforts des parlementaires. Ça s'explique de différentes façons. Est-ce que peut-être l'un ou l'autre participant voudrait faire un commentaire à ce sujet? Et je propose après qu'il y ait peut-être une réflexion aussi sur la relation
entre défense et sécurité, nous avons eu une interrogation sur la relation, par exemple, avec Frontex. Vous aviez évoqué, Madame la sénatrice, la défense des frontières. Est-ce que certains d'entre vous voudraient commenter? Voilà, je vous en prie, et ensuite la conclusion de notre colloque. Je vous en prie. Qui voudrait intervenir? Je voulais laisser la parole aux autres en premier, puisque je n'ai pas vu le premier juste avant, mais je peux aller encore une fois. Sur la première question, oui, c'est une question qui n'est pas nouveau. C'est quelque chose qu'on connaît depuis bien quelques temps, depuis qu'on déploie les moyens militaires dans le cadre de l'Union européenne et d'ailleurs aussi dans le cadre de l'OTAN. C'est exactement le même problème. Mais je pense qu'on devient quand même, on gère ce problème de mieux en mieux. Et moi-même, je viens d'un pays, les Pays-Bas, où on connaît presque le même problème qu'en Allemagne, avec un Parlement qui a un rôle très, très important dans le déploiement des militaires. Et si on veut déployer des militaires à une crise immédiate, ça pose toujours problème. Parce qu'il y a beaucoup de questions que le Parlement pose, à la fois en Allemagne comme aux Pays-Bas, pour permettre le déploiement des militaires néerlandais sur le terrain. C'est pour ça qu'aux Pays-Bas, nous avons développé un cadre en fait, qui nous aide avec ça et qui doit nous aider à partager ces informations le plus vite possible avec le Parlement. Et c'est vraiment là où on peut gagner du temps. Et c'est ce qu'on fait en fait aux Pays-Bas. Maintenant, là, je parle en tant que Hollandais. C'est ce qu'on fait aussi avec la boussole stratégique. Les révisions, les versions du boussole stratégique ont été partagées avec le Parlement de manière restreinte, évidemment, parce que ce n'est pas un document public, mais il y a des discussions avec le Parlement régulièrement. Même la semaine dernière encore, j'étais moi-même devant le Parlement pour présenter les nouveaux projets. Et je pense que ça, c'est la solution pour, du moment qu'on doit déployer des militaires, de ne pas rentrer dans des problèmes de temps qui font des obstacles pour déployer et pour agir vite, en fait. Donc voilà, on connaît ces problèmes. Il y a des pays en Europe qui n'ont pas ce problème du tout, la France. Il y en a d'autres qui l'ont. Donc, ça fait partie de notre diversité en Europe. Faut vivre avec, je pense. Mais comme je dis, je pense qu'on devient de mieux en mieux pour réagir pour ça. En même temps, je pense qu'il faut respecter cette diversité aussi. Et là aussi, il ne faut pas essayer de faire tout ensemble. Hein. Et il y aura certaines opérations qui vont faire par un petit groupe d'États membres et certaines opérations qui vont faire par un groupe plus large. Et c'est justement ça ce que je voulais dire aussi avec la flexibilité dans nos missions et opérations. Et c'est pour ça que c'est important justement de regarder toutes les possibilités que la traité nous donne, inclus l'article 44, parce que ça permet justement de donner la possibilité à un petit groupe d'États membres d'aller dans l'avance, là où d'autres peuvent peut-être pas suivre. Ils peuvent politiquement soutenir l'opération, mais ils ne sont pas obligés de déployer le militaire. Là où il faut être prudent, évidemment, et je sais très, très bien que j'ai dit ça ici avec beaucoup de Français en ligne, c'est que ce n'est pas toujours les mêmes pays qui font le travail. Hein, donc, parce qu'il y a ce danger, évidemment, quand on dit un petit groupe d'États membres, que ce sont toujours les mêmes. Et je pense que là, il faudra quand même avoir une bonne, comme on dit dans le langage militaire, burden sharing. Donc, ça, c'est très, très important. Voilà, je reste là. Merci. Bedankt, dank u wel. Madame Cohen-Moret, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, y compris sur la question des frontières et du rôle éventuel de Frontex? Non, écoutez, je pense que là aussi, nous avons la possibilité de faire des choses et nous voyons que Frontex a été incroyablement utile et je pense continuera à l'être malheureusement à cause des différentes tensions dans le monde qui font que nous avons des populations entières qui sont déplacées et donc des flux migratoires
qui sont beaucoup plus importants que ceux que nous avons normalement. Et donc, je pense que Frontex a tout son rôle à jouer et que là aussi, il faut lui donner les moyens et décider. On en revient à ce qui finalement constitue un défi et une menace pour le continent. Et à un moment, même si on ne doit pas prioriser, nous devons le faire sur le plan budgétaire parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. C'est-à-dire mettre des moyens plus importants pour contrer, par exemple, les attaques cyber, pour repousser toutes les attaques qui sont de désinformation et qui mettent à mal nos démocraties, nos services de renseignement. Enfin, nous avons aujourd'hui besoin, et nous savons que la masse salariale est très importante sur le plan budgétaire. Et donc, si nous avons besoin de recrutement important, eh bien, il faudra se dire, est-ce que nos frontières extérieures, et Frontex en est chargé aujourd'hui, sont une priorité pour l'Union européenne. En tout cas, je pense qu'elles le sont. Et pour avoir passé du temps dans le bureau à Varsovie de Frontex et réalisé l'ensemble des missions et la façon dont ils travaillent, c'est un vrai travail de coopération au niveau européen. Et je pense que ça fait partie de ces initiatives qui, en effet, sont porteuses d'espoir parce qu'elles sont partagées, elles sont inclusives et que là aussi, l'ensemble des pays peuvent s'y retrouver et peuvent y trouver leur compte si on revient à un vocabulaire financier. Je vous remercie. Et donc, il y a encore d'autres commentaires et d'autres questions qui nous ont été posées. Nous allons essayer d'y répondre d'une façon ou d'une autre, peut-être pas immédiatement, mais peut-être dans un second temps, comme M. Giuliani le disait. Et maintenant, il revient à la secrétaire générale de la Fondation Robert Schuman de clôturer notre colloque en remerciant infiniment tous ceux qui y ont participé et tous ceux qui nous ont suivis. Madame Johanna. Oui, merci Madame. Je pense que nous avons eu une discussion qui était une première discussion. On a vu que c'était un sujet qui était plus que d'actualité et très intéressant, avec des divergences d'opinion, ou tout du moins des nuances plutôt. Je pense que c'est plus des nuances que des divergences, avec beaucoup d'intérêt sur ces questions et sur cet outil. Je crois qu'il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je suis plutôt de nature optimiste et donc je remercie les uns et les autres pour leurs commentaires. Comme l'a dit Monsieur Giuliani, en accord avec le général Durieux, je pense que c'est qu'une première discussion et quand on aura le texte qui doit arriver donc normalement avec le Conseil européen du mois de mars, on pourrait en effet faire un deuxième débat, toujours pendant cette présidence française du Conseil qui va nous amener jusqu'au 30 juin, pour voir en effet concrètement, puisque Arnaud nous a bien redit que c'était encore un document qui était en évolution, qui n'était pas définitif, etc. Voir en effet ce qu'il y a dedans, compte tenu de ce qu'il y a dedans et de ce qu'on vient de dire aujourd'hui, quelle sera une seconde série de commentaires pour pouvoir en effet aller plus loin sur ce sujet, parce que il y a un vrai besoin. Ça n'est pas contre l'OTAN, avec l'OTAN, mais aussi avec des moyens qui nous permettraient de réagir quand les Américains nous disent qu'ils n'auront plus la même empathie qu'avant par le passé et qu'il y aura peut-être des problèmes qui seront les nôtres et qui ne seront pas les leurs et qu'on doit aussi s'affirmer, que c'est aussi une attente des citoyens quand on regarde les enquêtes d'opinion où en effet parmi les priorités de ce que devrait faire l'Union, on sait qu'on a une puissance économique qu'il faudra en effet peut-être compenser la faiblesse que nous avons en matière sécuritaire et défense pour pouvoir rééquilibrer les choses et qu'on soit un acteur majeur dans ce nouveau duo, alors c'est vrai qu'on voit plutôt la Russie aujourd'hui, mais dans ce nouveau duopole américano-chinois avec une stratégie de l'Indo-Pacifique qui n'est pas que française et aussi une stratégie européenne qui a été décidée en septembre. Donc moi, je vous invite peut-être à venir à la prochaine réunion que nous ferons avec les mêmes partenaires, si je puis dire. Alors, il n'y aura plus la Fabrique Défense, mais je vous invite tous et tous à participer à l'exercice qui se tient donc vendredi, samedi, dimanche. L'inscription est obligatoire pour y accéder, mais je pense qu'il y a beaucoup de débats. Ça vous permettrait de rencontrer des gens. Et puis, l'IHEDN aura un stand, la Fondation Robert Schuman. Et donc, il y a aussi des conférences qui auront lieu pendant ces 3 jours. Donc, j'invite tous ceux qui sont intéressés à toutes ces questions liées à la défense de s'inscrire à cet exercice qui est le deuxième du nom et qui aura le mérite d'être réalisé en vrai et donc à la Villette à Paris. Merci à tous nos débatteurs, merci à tous nos auditeurs et à très bientôt. Bonne soirée.